Le futur de l'Europe se joue en Afrique. C'est le titre de son livre coécrit avec Jean-Luc Buchalet. Christophe Prat, bonjour. Bonjour. Directeur général de Pythagore Investissement. En 2050, l'Afrique, ce sera 2,5 milliards d'habitants. On le voit sur ce graphique. On est à 1,3 aujourd'hui. Quand on a un président français qui critique le fait d'avoir 7 ou 8 enfants dans certains pays d'Afrique, que faut-il penser? C'est une bonne chose pour l'Afrique, ce boom démographique? Alors ce boom démographique, il explique en partie la croissance extraordinaire que l'Afrique a eue depuis de 2000 à 2008. Parce que si vous retraitez de la croissance qui était à peu près 5,5, la croissance démographique pendant cette période était de 2,8. Donc si vous retirez ça, vous retombez à peu près sur une croissance de 2%. Donc par rapport aux taux de natalité qui sont de rigueur en Europe, c'est sûr que c'est un vrai bonus pour la croissance. Et en quoi c'est une richesse? Voilà. Alors c'est une richesse parce que théoriquement, en économie, la croissance d'une économie, elle se fait d'une part par la croissance de la population et d'autre part par la croissance de la productivité. Donc ça peut être une richesse si cette population est bien formée, si elle a accès aux ressources, etc. Et par rapport à cette Europe vieillissante, c'est une richesse pour l'Europe aussi? Alors pour l'Europe, certains y voient bien sûr une menace, mais l'Afrique pourrait devenir, comme l'Asie l'a été pour le monde, ou l'Europe de l'Est l'a été elle est toujours pour l'Allemagne, pourra devenir l'arrière-cour de l'Europe. Et de ce point de vue-là, avoir une telle masse salariale et de main-d'œuvre est un atout énorme pour l'Europe. Ça veut dire que la tendance est inversée. C'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique aujourd'hui? Alors, je pense que l'Afrique et l'Europe doivent travailler main dans la main. Ça, c'est évident. Et l'Europe a besoin de l'Afrique dans la mesure où, si ce n'est pas une opportunité, elle peut devenir une menace, ce gain démographique pour le futur. D'ailleurs, on voit aussi un autre phénomène, c'est cette diaspora africaine qui rentre au pays. Parce que le développement se passe là-bas, pas forcément ici. Avec cette croissance absolument ahurissante qu'a connue l'Afrique de 2000 à 2008, effectivement, on a eu un retour de la diaspora africaine en Afrique, puisqu'on pouvait à nouveau s'enrichir. De 2000 à 2008, le taux de croissance des millionnaires a été en Afrique 2 fois plus élevé que dans le reste du monde. Je prends l'exemple du Nigeria, par exemple. Au Nigeria, il y a 22 milliardaires et 34 000 millionnaires. Donc pour vous dire à quel point les Africains ont pu s'enrichir pendant cette période. Par contre, cette richesse, elle s'est faite aussi un petit peu au détriment du reste de la population. Et là, vous avez eu des écarts de richesse absolument ahurissants qui se sont formés en Afrique pendant cette période-là. Aujourd'hui, vous avez entre 50 et 60% selon les pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. Au Nigeria, qui est la première économie africaine, vous avez 56% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, de ce point de vue-là, vous comprenez bien, si la croissance de la population africaine, elle se conclut à créer des pauvres, c'est une croissance qui n'est pas de bonne qualité et qu'il faut pouvoir juguler. Et justement, quand on voit la couverture de votre livre, on voit que l'Europe est électrifiée. En Afrique, pas du tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de l'afro-optimisme excessif là-dedans? Alors, l'afro-optimisme, il est excessif, effectivement, parce que pendant ces années de croissance extraordinaire, elles ont été principalement dues à l'accès et à l'hypercycle sur les matières premières. À partir du moment où la Chine est rentrée dans l'OMC, en 2001, le prix des matières premières a filé vers le haut de manière exponentielle. Et c'est de ça que l'Afrique a principalement profité pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, si vous prenez les 6 plus grosses économies d'Afrique, elles représentent 80% du PIB. Parmi les 6 plus grosses, vous avez 5 pays producteurs de matières premières et de pétrole. Donc aujourd'hui, le lien entre l'Afrique et les hydrocarbures est énorme. Mais on est d'accord que c'est à ce niveau-là que ça se joue, au niveau des énergies. Voilà, c'est au niveau des énergies. L'électrification, les hydrocarbures. Voilà, et cette manne de l'énergie, elle a masqué un petit peu l'industrialisation de l'Afrique pendant toutes ces années, qui ne s'est pas faite, voire même qui a régressé.
Parce que quand vous avez une telle abondance de matières premières que vous pouvez exporter aussi facilement, et vous avez en face un acheteur qui est la Chine, hein, et dont les besoins en matières premières et en énergie sont quasi infinis, vous, bien sûr, vous vous laissez porter par cette manne financière sans vraiment penser au lendemain. Et quand vous regardez le taux d'investissement, par exemple, du Nigeria, il est de 15%, alors que la moyenne mondiale est de 20%, et sur les pays émergents, il est plutôt de 30% pour l'Inde ou 40% du PIB pour la Chine. Donc vous êtes très en deçà au niveau de l'investissement dans les nouvelles, dans l'électrification, dans l'accès à l'eau, dans tous les services que vous pouvez penser, bien sûr l'école et la scolarisation des enfants. Vous êtes très en deçà de ce qu'il faudrait en Afrique. Mais comment vous expliquez ça? Parce que vous parliez du Nigeria, par exemple. L'argent est là, alors oui. Pourquoi il y a un manque d'investissement à ce niveau-là? Alors, il y a un manque d'investissement, d'une part, comme je vous disais, parce que vous avez eu des écarts de richesse ahurissants. Il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis, mais il y a un partage avec le reste de la population qui est très peu fait. Et puis quand vous avez une population aussi inégalitaire, une société inégalitaire, ce ne sont pas des sociétés qui sont fonctionnelles et qui durent très longtemps. Et deuxièmement, ce qui a masqué le manque d'investissement dans l'industrie, justement, a été masqué par cette manne des hydrocarbures qui a permis au Nigeria, en tant que pays, de s'enrichir, mais aux Nigérians, pas vraiment. Le PIB par habitant du Nigeria est à peu près à la moyenne du PIB par habitant en Afrique, qui est d'à peu près 1900 dollars par habitant. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, qui investit beaucoup en Afrique, mais en attendant, l'Europe reste le premier investisseur en Afrique, on est d'accord? Voilà, l'Europe représente à peu près toujours 40% d'investissement en Afrique. C'est le premier partenaire commercial aussi, avec 36% des échanges. Donc, il y a un lien culturel, il y a un lien historique, il y a un lien linguistique, hein, puisque les deux principaux langages de l'Afrique, c'est l'anglais et le français, qui fait que l'Europe a un lien privilégié pour continuer à développer l'Afrique. Par contre, si on veut une croissance de qualité, il faut arrêter un petit peu les investissements dans les infrastructures qui sont uniquement liées aux matières premières. Miser sur le renouvelable, miser sur le renouvelable. Il y a des capacités extraordinaires dans le Sahara, mais du photovoltaïque, du thermodynamique. Bon, après, il y a plein de technologies qui permettraient à l'Afrique d'être le partenaire énergétique de l'Europe. Et même le réservoir de... Et le réservoir de main-d'œuvre en même temps. Voilà. Vous parliez du Nigeria tout à l'heure, mais il y a aussi un autre problème, c'est que l'Afrique a du mal à se nourrir. Donc, réservoir des énergies, mais peut-être aussi grenier du monde dans un avenir. C'est ça aussi la solution, miser sur l'agriculture vivrière? Alors, l'agriculture vivrière, c'est un sujet qui n'est pas très nouveau. Hein. On a toujours conseillé à l'Afrique de miser plus. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'il y a toujours cette ouverture vers l'exportation qui est aussi quelque chose qu'il faut absolument rectifier en Afrique. Le taux d'échange entre les pays africains est à peu près 21%. Dans les grandes zones comme l'Europe ou l'Asie, c'est de l'ordre de 60%. Hein. Et les Africains n'échangent que 21% entre eux. Pourquoi? Parce que d'une part, ils ont absolument ouvert leur vanne à l'exportation d'hydrocarbures et de matières premières, et d'autre part, ils n'ont pas investi assez dans l'industrie. Donc pour l'avenir, si vous voulez, il faut que l'Europe et l'Afrique se marchent main dans la main et qu'il y ait un plan Marshall en Afrique avec des investissements, bien sûr, et un effort financier conséquent de la part de l'Europe. Donc l'Afrique doit devenir une priorité pour l'Europe, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Voilà, donc certains voient dans la démographie une menace, mais aujourd'hui on peut voir en Afrique soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Et si on y met les moyens, l'Europe et l'Afrique peuvent marcher main dans la main et se constituer et aider l'Europe à redevenir avec ses valeurs, une puissance de premier plan parce qu'aujourd'hui le terrain est complètement occupé par la Chine et les États-Unis.
Et certains en Afrique peuvent voir une menace aussi dans cette Europe qui veulent encore une fois profiter de ressources africaines. Qu'est-ce que vous répondez à l'Afrique alors l'Afrique s'est un petit peu détournée de l'Europe pendant les années 90, justement. Bon, il y a eu d'une part avec la fin de la convertibilité du franc CFA et d'autre part la fin aussi de la CASDA qui était la caisse qui permettait au prix du cacao d'être relativement stable. Ça a modifié pas mal les rapports entre l'Afrique et la France en particulier. Hein, et donc du coup les Africains se sont un peu plus tournés vers la Chine qui, elle, à cette époque, après Tiananmen, avait besoin du soutien de certains pays africains à l'ONU pour avoir un siège à l'ONU, parce que les autres pays ne voulaient pas lui donner leur voix. Et donc, ils se sont tournés vers la Chine. La Chine, aujourd'hui, c'est encore assez faible dans les investissements. Hein, c'est 5% des investissements, c'est 16% des échanges. Par contre, elle partait de vraiment zéro, la Chine. Et donc, c'est pas beaucoup aujourd'hui, mais en mouvement, c'est énorme. Et donc, elle continue à gagner des parts de marché. Je vous donnerai un exemple. La Zambie qui est un État africain tout à fait typique, au sens où toute son économie dépend d'une seule ressource, c'est-à-dire la mine de cuivre. La Chine est arrivée massivement, elle a fait des investissements massifs. Par contre, le problème avec la Zambie, c'est que la Zambie est un pays plus démocratique que la Chine. Et la Chine a du mal avec la démocratie. Et notamment, il y a une opposition politique dont le slogan est China go home. Hein, les Chinois, rentrez chez vous. Et donc les Chinois ont beaucoup de mal avec ce genre de choses. Et ils se rendent compte, d'une part, que c'est pas si facile de faire du business en Afrique, mais d'autre part que les Africains aussi ont une liberté d'expression qui n'est pas du tout la coutume en Chine. Donc ce que vous prenez en tout cas, c'est de travailler main dans la main entre les Européens et les Africains. C'est important de le rappeler parce qu'on est évidemment très suivis en Afrique. C'est pas les uns contre les autres. En tout cas, on l'a compris. Le futur de l'Europe se joue en Afrique, édition Erol, livre sélectionné pour le prix des lycéens. Lire l'économie. Merci Christophe Prat. Merci beaucoup.